Pendant le réveillon de famille, ma belle-fille m'a lancé avec un sourire venimeux. Dis-moi, mon vieux, comment c'est d'être quelqu'un que tout le monde déteste? J'ai posé ma coupe de champagne, planté mon regard dans le sien et murmuré. Et toi, Roxane, comment ça fait de te retrouver à la rue dès ce soir? Le silence a écrasé la table. Son sourire carnassier s'est fissuré. J'ai souri à mon tour, car la machine infernale que j'avais préparée pendant des mois venait de se mettre en marche. La vengeance légale allait commencer. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Je m'appelle Pierre Morel. J'ai 64 ans. Après 38 ans comme avocat spécialisé en droit familial et successoral à Lyon, j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Aujourd'hui, je consacre mon temps à ma passion, collectionner les éditions rares et les livres anciens. Ma bibliothèque compte plus de 800 volumes, dont quelques merveilles du XIXe siècle. Ce soir-là, autour de ma table dressée pour le réveillon, je regardais ma famille avec un mélange d'amertume et de détachement que j'avais appris à cultiver ces dernières années. Les bougies se reflétaient dans les verres de cristal, le champagne pétillait. Tout avait l'apparence de la perfection, l'apparence seulement. Dis-moi, Pierre, la voix de Roxane trancha le silence comme un couteau. Elle avait ce sourire que je connaissais bien maintenant, celui qui précédait toujours une cruauté calculée. Comment c'est d'être quelqu'un que tout le monde déteste? Les conversations s'interrompirent. Mon fils Olivier baissa les yeux vers son assiette. Timothée et Romane, mes petits-fils de 12 et 9 ans, échangèrent un regard gêné. Mais personne ne dit rien. Personne ne prit ma défense. Comme d'habitude, je posai calmement ma coupe de champagne, regardai ma belle-fille droit dans les yeux, et murmurai avec un sourire: « Et toi, Roxane, comment ça fait de se retrouver à la rue ce soir même ?» Le silence qui suivit était presque palpable. J'aurais pu entendre une aiguille tomber sur le parquet de chêne. Roxane cligna des yeux, déstabilisée une fraction de seconde avant de retrouver son sourire carnassier. « Pardon? Tu m'as très bien entendu. » Je me levai tranquillement, déposai ma serviette sur la table et me dirigeai vers ma bibliothèque sans un mot de plus. Derrière moi, j'entendis Roxane éclater de rire. Un rire forcé, nerveux. Il délire complètement, le vieux. Roxane, ma belle-fille depuis 8 ans. Permettez-moi de vous parler d'elle, puisque son nom reviendra souvent dans cette histoire. Quand Olivier me l'a présentée, j'ai vu une jeune femme ambitieuse, certes un peu froide, mais intelligente. Elle gérait alors un restaurant prestigieux rue Mercière, dans le Vieux-Lyon. Mon fils en était fou amoureux. J'aurais dû voir les signes dès le début. Cette façon qu'elle avait de calculer chaque geste, chaque parole. Cette obsession pour l'argent et le statut social. Mais j'aimais mon fils et je voulais qu'il soit heureux. 3 mois après leur mariage, ils ont emménagé chez moi temporairement. Mon appartement de 180 mètres carrés sur la place Bellecour, au cœur de Lyon, était tellement plus pratique que leurs petits 2 pièces dans la banlieue. Juste le temps qu'on économise pour un vrai logement, papa, m'avait assuré Olivier. 8 ans plus tard, ils étaient toujours là. Au début, Roxane faisait des efforts. Des sourires polis, des merci, papa Pierre, bien placés. Puis, progressivement, le masque est tombé. Les remarques acerbes sur mon âge. Les soupirs exaspérés quand je parlais. Les discussions importantes dont j'étais systématiquement exclu. Mon propre appartement était devenu le leur, et j'étais toléré comme un invité encombrant. Le pire, c'était Olivier, mon fils, mon seul enfant. Avocat brillant dans le cabinet Fontaine et Associés, celui-là même où j'avais fait carrière. Il voyait tout, entendait tout, et ne disait rien. Chaque fois que Roxane me manquait de respect, il détournait le regard. Chaque fois qu'elle prenait une décision concernant notre appartement sans me consulter, il hochait docilement la tête. « Papa, tu sais comment elle est, ça ne sert à rien de la contrarier », me disait-il quand je tentais d'aborder le sujet. Elle l'avait dressée comme un chien savant. Et puis, il y avait Timothée et Romane, mes petits-fils. Roxane les avait élevés dans le mépris de leur grand-père. Le vieux par-ci, le vieux par-là. Jamais grand-père ou papy. Non, juste le vieux. À 9 et 12 ans, ils avaient déjà intégré que j'étais quantité négligible. Le point de rupture était venu 15 jours plus tôt.
J'étais dans ma bibliothèque, mon sanctuaire, quand j'avais entendu Roxane parler au téléphone avec une amie. Encore combien de temps avant qu'il crève, tu crois? J'en peux plus de jouer la belle-fille dévouée. Heureusement que l'appart nous reviendra. 64 ans, il a bien encore 10 ou 15 ans à tirer, ce parasite. Elle riait. Elle riait en parlant de ma mort comme d'une libération financière. C'est ce soir-là que j'ai pris ma décision. Ils voulaient me voir mort? Très bien. Ils allaient découvrir que j'étais encore parfaitement vivant, et que 38 ans de pratique du droit successoral et familial m'avaient enseigné quelques petites choses sur la vengeance légale. Dans ma bibliothèque, j'ouvris le tiroir secret de mon bureau Louis XV, celui que personne ne connaissait, dissimulé derrière une rangée de Balzac reliés cuir. À l'intérieur, une chemise cartonnée bordeaux. Mes doigts effleurèrent le papier gaufré avec satisfaction. Tout était prêt. Chaque document, chaque signature, chaque détail vérifié 3 fois par maître Bernard Duval, mon notaire depuis 25 ans. Dehors, dans la salle à manger, j'entendais Roxane qui riait encore. « Vous avez vu sa tête? Il croit vraiment qu'il nous fait peur. » Olivier murmura quelque chose d'inaudible. « Oh, arrête! Il ne fera rien du tout. C'est juste un vieux qui veut se faire remarquer. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de toute façon? C'est nous qui vivons ici, nous qui payons les charges, nous qui... » Maman a raison, l'interrompit Timothée. Grand-père Pierre ne peut rien faire. Grand-père Pierre. Même pas le vieux cette fois. Comme si utiliser mon vrai titre pouvait adoucir le mépris. Je souris en refermant le tiroir. Ils allèrent comprendre très bientôt ce que je pouvais faire. Mon téléphone vibra. Un message de maître Duval. Tout est en ordre. Nous arrivons dans 20 minutes comme convenu. 20 minutes. J'avais encore 20 minutes pour savourer cet instant. Cette délicieuse anticipation de voir leur monde s'effondrer. Je sortis de ma bibliothèque, la chemise bordeaux sous le bras, et retournai vers la salle à manger. Tous les regards se tournèrent vers moi. Roxane affichait un sourire moqueur. Olivier semblait mal à l'aise. Les enfants me fixaient avec curiosité. « Alors, Pierre, » lança Roxane, « tu reviens parmi nous. Tu as fini ta petite crise ?» Je m'assis calmement à ma place, pris une gorgée de champagne, et la regardai avec le sourire courtois que j'avais perfectionné en 40 ans de bataille juridique. J'attendais juste les invités, dis-je simplement. Quels invités? Le sourire de Roxane vacilla légèrement. Tu verras bien. Le silence s'installa à nouveau. Un silence lourd, inconfortable. Roxane échangea un regard avec Olivier, qui haussa les épaules, perdu. Pour la première fois de la soirée, je vis une ombre de doute traverser son visage. La sonnette retentit. « J'y vais », dis-je en me levant. Roxane me regarda traverser le salon avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle. De l'inquiétude, de la peur, délicieux. J'ouvris la porte. Maître Bernard Duval se tenait sur le palier dans son costume 3 pièces impeccable, sa mallette de cuir à la main. Derrière lui, un couple d'une 50aine d'années que je connaissais bien, et un homme en uniforme portant l'insigne officiel d'huissier de justice. « Bonsoir Pierre, » dit Bernard d'une voix calme et professionnelle. « Je te présente Madame et Monsieur Bertrand, les nouveaux propriétaires de cet appartement. Et voici Maître Leclerc, huissier. » Derrière moi, j'entendis Roxane se lever brusquement, sa chaise raclant le parquet. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Sa voix était montée d'une octave. Je m'effaçai pour laisser entrer mes invités. Bernard me fit un petit signe de tête. Tout se déroulait exactement comme prévu. 2 mois plus tôt, j'étais assis dans le bureau feutré de Bernard, rue de la République. Des boiseries sombres, l'odeur du cuir et du papier ancien. Une atmosphère que je connaissais bien pour y avoir passé tant d'heures au cours de ma carrière. « Tu es absolument certain, Pierre ?» Bernard me fixait par-dessus ses lunettes demi-lune. « Une fois les documents signés, il n'y aura plus de retour en arrière possible. »« Certain. » Ma voix ne tremblait pas. « Explique-moi encore une fois la procédure. » Bernard se cala dans son fauteuil, les mains croisées devant lui. « Nous allons créer une SCI, une société civile immobilière. Tu en seras le gérant, ce qui te permettra de garder le contrôle. L'appartement sera vendu à cette SCI, dont les parts seront immédiatement cédées à Monsieur et Madame Bertrand. Et mon usufruit?
Viager, tu conserves le droit d'usage et d'habitation à vie. Juridiquement, tu peux vivre dans cet appartement jusqu'à ta mort. Mais Olivier et Roxane, eux, il marqua une pause. Ils n'ont aucun droit. Ils vivent chez toi par pure tolérance. Les Bertrand, en tant que nus propriétaires, peuvent exiger leur départ immédiat. Parfait. Pierre, Bernard hésita. C'est ton fils. Es-tu vraiment prêt à... Mon fils a fait son choix il y a 8 ans. Ma voix était aussi froide que la pierre de la Saône en hiver. Il a choisi sa femme. Il a choisi de me laisser humilier dans ma propre maison. Il a choisi de fermer les yeux quand elle m'insultait devant mes petits-fils. Oui, Bernard, je suis prêt. Le notaire hocha lentement la tête. Très bien, j'ai trouvé les acheteurs parfaits. Les Bertrand cherchaient un investissement locatif dans le centre de Lyon depuis des mois. Avec l'usufruit, ils auront la nue propriété à un prix réduit et à ton décès, l'appartement leur reviendra complètement. C'est une excellente affaire pour eux. Et la timeline ? 6 semaines pour finaliser tous les documents. L'acte de vente sera signé fin novembre. Si tu veux agir pour les fêtes de fin d'année... Noël, dis-je avec un sourire sans joie. Quel moment plus approprié pour une leçon sur la famille ? Bernard sortit une liasse de documents. Voici ce que tu devras signer. Je te préviens, Pierre, l'opération est complexe. Donation-partage, création de la SCI, transfert de propriété, acte authentique. Nous devrons tout faire dans les règles. Roxane est intelligente. Si elle trouve la moindre faille légale, il n'y aura pas de faille. Je pris les documents. C'est toi qui rédiges, Bernard. Tu ne laisses jamais de faille. Un sourire fugace traversa son visage austère. Effectivement, les semaines suivantes furent une masterclass de discrétion. Rendez-vous chez le notaire pendant que Roxane était au restaurant, signatures effectuées lors de mes promenades matinales, conversations téléphoniques avec les Bertrand dans le silence de ma bibliothèque. Roxane ne remarqua rien. Pourquoi l'aurait-elle fait ? Dans son esprit, j'étais juste le vieux qui attendait sagement de mourir pour lui léguer son héritage. Pierre, qu'est-ce qui se passe ? La voix d'Olivier me ramena au présent. Mon fils se tenait debout, pâle comme un linge. Roxane, elle, fixait Bernard Duval avec une expression entre incrédulité et rage. « Bonsoir, Olivier, » dit Bernard avec sa courtoisie professionnelle habituelle. « Je pense que vous vous souvenez de moi. Maître Duval, notaire de votre père. Oui, bien sûr, mais je suis ici ce soir à titre officiel. » Bernard ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents. Pour notifier à tous les occupants de cet appartement un changement important de situation juridique. « Un changement ?» répéta Roxane. Sa voix tremblait légèrement. « Quel changement ?» Bernard me regarda. Je fis un geste de la main, à lui de jouer. « Cet appartement a été vendu il y a 1 mois à monsieur et madame Bertrand, » annonça-t-il calmement. L'acte authentique a été signé le 23 novembre dernier devant moi, en présence de monsieur Pierre Morel et des acquéreurs. Le silence qui suivit était assourdissant. « C'est impossible, » souffla Roxane. « C'est notre appartement. » « Non, madame. » La voix de Bernard était ferme, mais pas hostile. Cet appartement appartenait à monsieur Pierre Morel. Il l'a vendu, en conservant l'usufruit viager, certes, mais... Viager ? Olivier avait trouvé sa voix. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ?» Je pris la parole pour la première fois. « Cela signifie, mon fils, que j'ai le droit de vivre ici jusqu'à ma mort. Mais toi et ta charmante épouse, vous n'avez aucun droit. Vous êtes ici par ma seule tolérance. »« Tu ne peux pas faire ça, » explosa Roxane. « C'est illégal, on vit ici depuis 8 ans. » L'huissier Leclerc s'avança, impassible. « Madame, vous n'avez jamais été locataire. Vous n'avez jamais signé de bail. Juridiquement, vous êtes ce qu'on appelle un occupant sans titre. Les nouveaux propriétaires sont en droit d'exiger votre départ immédiat. » Madame Bertrand, une femme élégante aux cheveux grisonnants, prit la parole d'une voix douce, mais ferme. « Nous comprenons que la situation est difficile. C'est pourquoi nous vous accordons 72 heures pour libérer les lieux. » 72 heures ? Roxane était devenue écarlate. « Vous êtes complètement fou. On a 2 enfants. On ne peut pas... » « Vous auriez dû y penser avant, » dis-je tranquillement. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants de rage. « Espèce de vieux salaud.
Tu fais ça pour te venger parce que j'ai dit la vérité. La vérité? Je souris. Tu veux qu'on parle de vérité, Roxane? Parlons de ces 3 200 € que tu prélèves mensuellement sur mon compte pour soi-disant les charges, alors que les vraies charges s'élèvent à 1 800. Parlons de cette conversation téléphonique où tu espérais ma mort. Parlons de ces 8 années où tu as transformé mon propre fils en... Ça suffit, papa. Olivier s'interposa, tremblant. Tu ne peux pas faire ça. Où veux-tu qu'on aille? Je le regardai. Mon fils, mon seul enfant. Celui que j'avais élevé seul après la mort de sa mère. Celui à qui j'avais tout donné. Tu as fait ton choix il y a 8 ans, Olivier. Tu as choisi de laisser cette femme me manquer de respect sous mon propre toit. Tu as choisi de ne jamais prendre ma défense. Tu as même laissé tes fils m'appeler le vieux. Ma voix ne tremblait pas. Maintenant, vise avec tes choix. Maître Duval, intervint Bernard, pourriez-vous expliquer à madame et monsieur leur situation juridique? Le notaire s'éclaircit la gorge. L'opération est parfaitement légale. Monsieur Morel père conserve son usufruit viager. Les Bertrand ont acquis la nue propriété pour la somme de 450 000 €. À la mort de monsieur Morel, ils hériteront de la pleine propriété. En attendant, ils ont le droit d'exiger le départ de tout occupant non autorisé. Roxane se tourna vers l'huissier, désespérée. « Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme ça. Il y a des lois. »« Madame, » répondit le clerc d'un ton neutre, « les lois protègent les locataires. Vous n'êtes pas locataire. Vous êtes une occupante sans titre. Les propriétaires ont été plus que généreux en vous accordant 72 heures. » Timothée et Romane apparurent piqués dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Roxane les regarda, puis moi, puis Bernard. Son visage passa par toute une gamme d'émotions, choc, rage, panique, et finalement une compréhension glacée. « Tu as tout planifié, » murmura-t-elle. « Depuis le début, cette question ce soir, tu savais qu'ils allaient venir. »« En effet, » je souris. « Tu m'as demandé comment c'était d'être quelqu'un que tout le monde déteste. Dans 72 heures, tu auras ta réponse. » Roxane ouvrit la bouche, la referma. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle était sans voix. Son teint avait pris une teinte grisâtre particulièrement satisfaisante. « Papa, s'il te plaît. » Olivier s'approcha de moi, les mains tendues dans un geste de supplication. « On peut discuter. Il doit y avoir une solution. Je suis ton fils quand même. » Justement. Je me tournai vers lui et quelque chose dans mon regard dut le glacer car il recula d'un pas. « Tu es mon fils, pas elle. Toi. Et pendant 8 ans, tu m'as regardé me faire humilier dans ma propre maison sans jamais prendre ma défense. Pas une seule fois. » « Ce n'est pas vrai. Maître Duval. » Je coupai la parole à Olivier sans même le regarder. « Pourriez-vous expliquer précisément à madame Morel ses options légales ?» Bernard referma sa mallette avec un claquement sec. « Madame, monsieur, vous avez 72 heures pour libérer les lieux. Vous pouvez contester cette décision, bien entendu. Mais je vous préviens que l'opération a été menée avec un soin juridique exemplaire. Chaque document, chaque étape, chaque signature a été validée. Vous perdrez. » On verra bien. Roxane avait retrouvé un semblant de combativité. Mon avocat dira son mot sur cette mascarade. Je vous en prie. Je fis un geste de la main. Consultez qui vous voulez. Maître Duval sera ravi de fournir tous les actes notariés à votre conseil. Monsieur Bertrand toussa discrètement. Nous comprenons que la situation est délicate. Si vous avez besoin de quelques heures supplémentaires pour organiser le déménagement... Non, ma voix était ferme. 72 heures. Pas une minute de plus. Madame Bertrand hocha la tête. Son mari lui glissa quelque chose à l'oreille. Elle me regarda avec une expression qui ressemblait presque à de la compassion, mais acquiesça. Très bien. L'huissier passera dans 3 jours pour constater les lieux. J'espère sincèrement que nous n'aurons pas besoin de faire appel aux forces de l'ordre. Timothée s'était mis à pleurer silencieusement. Romane le tenait par l'épaule, les yeux écarquillés. Malgré tout, malgré ma colère, quelque chose se serra dans ma poitrine. Mes petits-fils. Ils n'avaient rien demandé. Mais leurs parents, eux, avaient tout demandé. « Les enfants peuvent emporter leurs affaires personnelles dès ce soir, » dis-je d'une voix plus douce. « Leurs jouets, leurs livres, leurs vêtements, je ne suis pas un monstre.
Roxane me lança un regard qui aurait pu tuer. Non, tu es pire qu'un monstre. Tu es un vieillard pathétique qui... Roxane! Pour la première fois, Olivier éleva la voix contre sa femme. Ça suffit. Tu vois bien que... Il s'interrompit, réalisant qu'il n'avait pas de fin à sa phrase, que tout était dit, tout était fait. Les Bertrand et l'huissier prirent congé avec une politesse toute professionnelle. Bernard resta quelques instants de plus. « Tu es certain, Pierre ?» me murmura-t-il à l'oreille. « C'est encore possible de... Je suis certain. » Il soupira, me serra brièvement l'épaule et partit à son tour. Je me retrouvai seul avec ma famille, ou plutôt avec ce qui en restait. 3 semaines plus tôt, je m'étais souvenu d'une conversation entre collègues au cabinet. Maître Fontaine cherchait un bon investissement immobilier pour des clients. Quelque chose de sûr dans le centre de Lyon, avec un bon rendement à long terme. J'avais noté le nom, puis un soir dans ma bibliothèque, après avoir entendu Roxane se plaindre au téléphone que je squattais mon propre appartement, j'avais fait quelques recherches. Les Bertrand, un couple de professeurs à la retraite de Villeurbanne, cherchant à diversifier leur patrimoine. Pas d'enfants. Sérieux, méthodique, recommandé par 3 sources différentes. Le lendemain, j'avais contacté Bernard. « Pierre, tu réalises ce que tu me demandes. » Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes, sceptique. « Vendre ta maison familiale pour punir ton fils ? Ce n'est plus une maison familiale, Bernard. C'est devenu un terrain de chasse où je suis le gibier. » Il avait réfléchi longuement. Puis, il avait sorti un carnet et commencé à prendre des notes. « Voilà comment nous allons procéder. Une SCI d'abord. Toi comme gérant, puis vente de l'appartement à la SCI qui revendra immédiatement aux Bertrand. Tu conserves l'usufruit viager, ils obtiennent la nue propriété à prix réduit. Juridiquement, Olivier et Roxane n'ont aucun droit puisqu'ils ne sont pas locataires. Ils vivent chez toi par pure tolérance. Combien de temps ? Pour tout finaliser, 6 semaines si on travaille vite. Mais Pierre, il avait posé son stylo. Tu réalises que tu ne pourras plus faire marche arrière. Une fois l'acte signé, je sais, et je savais. Chaque signature, chaque document, chaque rendez-vous discret pendant que Roxane était au restaurant et Olivier au bureau. Je savais exactement ce que je faisais. « Vous avez 3 jours, » répétai-je en les regardant tous les 4. « Je suggère que vous commenciez à faire vos cartons. » Roxane tremblait de rage. « Tu vas le payer, je vais détruire ta réputation, ruiner. » « Ma réputation ?» Je ne pus m'empêcher de rire. Un rire froid, sans joie. « Ma chère Roxane, j'ai passé 38 ans à bâtir cette réputation dans le milieu juridique lyonnais. Toi, tu gères un restaurant. Nous ne jouons pas dans la même catégorie. » Elle blêmit, comprit, peut-être pour la première fois, à qui elle s'était vraiment attaquée. « Olivier, tu es témoin. » Elle se tourna vers son mari. « Tu vas laisser ton père nous jeter dehors comme des mendiants ?» Mon fils me regarda. Je vis passer tant d'émotions sur son visage. Colère, incompréhension, douleur, et peut-être, juste peut-être, une lueur de honte. « Papa !» Sa voix se brisa. « On peut au moins en parler ?» Nous avons eu 8 ans pour en parler, Olivier. 8 ans pendant lesquels tu as choisi le silence. Il est un peu tard pour la conversation. Je montrai la porte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais terminer ma soirée tranquillement. Vous connaissez le chemin de la sortie. Après tout, vous l'avez utilisé assez souvent ces dernières années sans même me dire au revoir. Roxane ouvrit la bouche pour répliquer, mais Olivier la prit fermement par le bras. « Viens, on s'en va !» Ils rassemblèrent les enfants, leurs manteaux. Romane pleurait maintenant aussi. Timothée me lança un regard que je ne pus déchiffrer. Accusateur, blessé, perdu. La porte claqua derrière eux. Je restai seul dans mon appartement. Mon appartement. Pour encore quelques années du moins, selon les termes de l'usufruit. Le silence était délicieux. Le lendemain matin, je me réveillai plus tôt que d'habitude. 6 heures. Les premières lueurs de l'aube coloraient les toits de Lyon en rose et or. Je préparais mon café dans une cuisine enfin silencieuse, sans les commentaires acerbes de Roxane sur ma façon de faire du bruit, si tôt. Sur la table, les restes du dîner de la veille, les assiettes encore pleines,
les verres de champagne à moitié bu. Une nature morte du chaos familial. Je nettoyais tout méticuleusement, chaque assiette, chaque verre, chaque miette. Effaçais les traces de leur présence comme on efface une erreur de parcours. Mon téléphone sonna vers 9 heures. Olivier. Papa, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Pas au téléphone, s'il te plaît. Juste toi et moi. Un café comme avant? Comme avant. Quand il avait 15 ans et venait me parler de ses problèmes de lycéen au café de la place. Quand nous étions complices. Quand il me respectait encore. Non, Olivier. Papa, tu as fait ton choix il y a 8 ans. Maintenant, vis avec. Je raccrochais. Mon cœur battait trop vite. Ma main tremblait légèrement, mais je ne rappelais pas. Les 3 jours qui suivirent furent une chorégraphie étrange. Roxane et Olivier venaient chercher leurs affaires par session, évitant soigneusement les heures où je pouvais être là. Je les observais depuis ma bibliothèque, caché derrière mes rideaux comme un espion dans ma propre maison. Leur efficacité était remarquable. Cartons empilés, meubles démontés, vies entières condensées en packages numérotés. Roxane dirigeait les opérations avec une précision militaire, aboyant des ordres à Olivier qui obéissait sans broncher. Fascinant, vraiment. Elle avait réussi à le transformer en simple exécutant de ses volontés. Le deuxième jour, Romane sonna à la porte. Seul. Ses yeux rouges trahissaient des heures de pleurs. « Grand-père Pierre ? » ?»« Oui, Romane. Maman dit que tu es méchant, que tu nous détestes, c'est vrai ?» Je m'agenouillai à sa hauteur. 9 ans. Il méritait une part de vérité au moins. « Non, Romane, je ne vous déteste pas, toi et ton frère. Mais ta maman et ton papa ont fait des choses qui m'ont beaucoup blessé. Et parfois, quand les adultes font du mal à d'autres adultes, il y a des conséquences. Comme une punition ? Un peu comme ça, oui. » Il me regarda longuement de ses grands yeux noisettes si semblables à ceux d'Olivier au même âge. « Je comprends pas tout. Mais maman dit que c'est de ta faute si on doit partir. » Je sais qu'elle dit ça. Un jour, quand tu seras plus grand, tu comprendras mieux. Il hocha la tête, pas vraiment convaincu, et repartit. Je le regardais disparaître dans le couloir, ce petit bout d'homme perdu dans une guerre d'adultes. Peut-être avais-je été trop loin, peut-être. Mais non, non. 8 ans de mépris ne pouvaient rester impunis. Le troisième jour, 15 heures précises, l'huissier Leclerc revint, accompagné de Madame Bertrand. Constatation officielle de libération des lieux. L'appartement était vide, presque. Il restait un mot sur la table de la cuisine. « Tu es content maintenant ? Tu nous as tout pris. J'espère que tu seras heureux, seul dans ta grande maison vide. » Roxane, je froissai le papier et le jetai à la poubelle. « Tout est en ordre », confirma l'huissier après son inspection. « Les clés ? Voici. » Olivier était venu les déposer le matin même, sans un mot, sans un regard. Madame Bertrand accepta le trousseau avec un sourire poli. « Monsieur Morel, je voulais vous dire, nous respectons votre intimité. Vous ne nous verrez jamais ici. L'usufruit est sacré pour nous. Je vous en remercie. » Elle hésita. « Et, si je puis me permettre, vous avez fait ce qu'il fallait. Parfois, il faut savoir se défendre, même contre sa propre famille. » Après leur départ, je m'assis dans ma bibliothèque. Mon sanctuaire. Mon royaume enfin reconquis. Mais la victoire avait un goût étrange. Pas amer exactement, juste vide. Mon téléphone vibra. Un message de Roxane cette fois. « Tu crois que c'est fini ? Tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué. Je vais consulter un avocat. On va casser cette vente frauduleuse. Et quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras. » Je souris. Pauvre Roxane. Elle ne comprenait toujours pas. J'avais été avocat spécialisé en droit familial pendant 38 ans. J'avais vu toutes les tactiques, toutes les manœuvres, toutes les tentatives désespérées de familles déchirées. Je connaissais chaque faille, chaque recours, chaque article de loi. Et j'avais bâti mon plan pour être absolument inattaquable. Le lendemain, je pris rendez-vous au café de la place, mon refuge habituel. Installé à ma table préférée, face à la place Bellecour, je commandai un café et sortis mon carnet. Il était temps de passer à la phase 2. Car voyez-vous, reprendre mon appartement n'était que le début. Roxane m'avait déclaré la guerre. Très bien. Mais elle allait découvrir que la guerre se gagne sur plusieurs fronts.
J'ouvris mon téléphone et cherchai un numéro. Juliette Laurent, propriétaire de l'Étoile lyonnaise, le restaurant où Roxane était manager. Nous nous étions croisés plusieurs fois lors d'événements professionnels. Une femme d'affaires redoutable, avec un sens aigu de la justice. Juliette? Pierre Morel à l'appareil. Cela fait longtemps. J'aurais une information qui pourrait vous intéresser concernant la gestion de votre établissement. La conversation dura 21 minutes. À la fin, Juliette promit de vérifier certains détails dans les comptes. Ensuite, j'appelai Raphaël Fontaine, mon ancien partenaire au cabinet, aujourd'hui senior partner. Nous avions déjeuné ensemble quelques mois plus tôt. Raphaël, c'est Pierre. Dis-moi, comment se porte Olivier en ce moment? Olivier? Eh bien, entre nous, Pierre, il y a eu quelques soucis récemment. Des clients qui se plaignent de son manque de concentration. Des dossiers mal ficelés. Je me demandais justement... Je vois, écoute, je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais il traverse une période difficile. Des problèmes familiaux, tu comprends. Ça pourrait affecter la réputation du cabinet si ça devient public. Un silence. Des problèmes familiaux? De quel genre? Le genre qui fait les gros titres dans les milieux juridiques lyonnais. Un fils qui se retourne contre son père, des histoires d'appartements, de cupidité. Je vois. La voix de Raphaël s'était refroidie. Merci de me prévenir, Pierre. Je vais garder un œil sur la situation. Je raccrochai avec satisfaction. Lyon est une petite ville, malgré ses apparences. Dans les cercles professionnels, tout se sait. Un mot glissé ici, une information là, et la réputation d'une personne peut basculer. J'avais passé presque 40 ans à tisser mon réseau. Roxane et Olivier allaient découvrir ce que signifiait vraiment s'attaquer à Pierre Morel. Mon café refroidissait. Je le bus lentement, savourant chaque gorgée, observant la vie de la place Bellecour. Les gens qui passaient, pressés, insouciants, chacun avec ses propres batailles. Mon téléphone vibra encore. Cette fois, un message d'Olivier. Papa, Roxane a trouvé un avocat, Maître Rousseau. Il dit que la vente peut être annulée pour vice de consentement. Tu ferais mieux de... Je supprimai le message sans le finir. Maître Rousseau, je le connaissais. Un jeune loup, aux dents longues, spécialisé dans les affaires familiales conflictuelles, compétent, mais prévisible. Il allait perdre. Ils allaient tous perdre. Parce que j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. Le temps, la patience et une connaissance parfaite du terrain de jeu. Je terminai mon café, laissai quelques euros sur la table et sortis dans le froid de décembre. La vraie partie ne faisait que commencer. Une semaine passa. Une semaine durant laquelle je savourais le silence retrouvé de mon appartement. Pas de remarques acerbes pendant le petit déjeuner. Pas de claquements de portes irritées. Juste moi, mes livres et une paix délicieuse. Puis, un jeudi après-midi, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Monsieur Morel. Une voix hésitante. C'est Timothée, mon petit-fils. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. Timothée, comment vas-tu? On voudrait te voir, Romane et moi. Maman dit qu'on peut venir te parler, demain après l'école. Le piège était grossier. Roxane utilisait les enfants. Évidemment, c'était exactement son genre. D'accord, je vous attends au café de la place demain à 16 heures. Tu connais l'endroit? Oui, merci grand-père. Grand-père, plus grand-père Pierre, avec cette distance polie. Juste grand-père. Le lendemain, ils arrivèrent à l'heure exacte. Timothée portait son uniforme de collège froissé, son sac à dos traînant sur une épaule. Romane marchait à côté de lui, les yeux rougis. Je les installai à ma table habituelle, commandai 2 chocolats chauds et des croissants. Le serveur Marc me connaissait depuis des années. Il comprit d'un regard qu'il fallait nous laisser tranquilles. « Alors, dis-je calmement, votre mère vous a demandé de venir me voir ?» Timothée rougit. Romane fixa sa tasse. Elle a dit qu'on devait te dire qu'on t'aimait bien et qu'on voulait revenir habiter chez toi, murmura Romane. Je vois. Je bus une gorgée de café. Et vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment me dire? Les 2 garçons échangèrent un regard. Timothée prit une grande inspiration. On ne comprend pas pourquoi tu nous as mis dehors. Maman dit que tu es méchant, mais papa ne dit rien. Il a juste l'air triste tout le temps. Votre père a raison d'être triste.
Je choisis mes mots avec soin. Il a fait des choix qui ont eu des conséquences, tout comme votre mère. Quel choix demanda Timothée. Comment expliquer 8 ans d'humiliation à un enfant de 12 ans? Comment leur dire que leur mère avait transformé leur grand-père en paria dans sa propre maison? Pendant très longtemps, votre mère m'a manqué de respect. Elle m'a dit des choses méchantes. Elle vous a appris à ne pas me respecter non plus. Vous vous souvenez comment vous m'appeliez? Roman baissa les yeux. Le vieux? Exactement. Et votre père n'a jamais rien dit. Jamais. Il vous a laissé faire. Il l'a laissé faire. Mais c'est quand même notre papa, protesta Timothée. Oui, et c'est mon fils, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Je marquai une pause. Les garçons, quand quelqu'un vous manque de respect, encore et encore, vous avez deux choix. Accepter et devenir invisible dans votre propre vie. Ou montrer qu'il y a des conséquences. Mais on va à l'école maintenant loin de nos copains, dit Roman, les larmes aux yeux. Et l'appartement est tout petit, et maman crie tout le temps. Le temps. Je sentis ma résolution vaciller. Ces enfants n'étaient pas responsables des péchés de leurs parents. Je suis désolé que vous souffriez, vraiment. Mais parfois, les adultes doivent apprendre des leçons importantes. Et malheureusement, leurs enfants en subissent aussi les conséquences. Timothée me regarda longuement. Il était plus intelligent que je ne le pensais. Je vis quelque chose changer dans ses yeux. Maman nous a dit exactement quoi te dire. Elle nous a fait répéter dans la voiture. Je m'en doutais. C'est vrai qu'elle t'a manqué de respect? Pendant 8 ans, chaque jour. Il hocha lentement la tête. Prit un croissant. Roman l'imita. Nous restâmes là 1 heure, à parler de choses et d'autres. L'école, leurs copains, leurs jeux vidéo préférés. Je ne leur fis pas de promesses, ne leur offris pas de retour en arrière. Mais je leur donnai quelque chose de plus précieux, de l'honnêteté. Quand ils partirent, Timothée se retourna sur le seuil du café. « Grand-père, je pense que je comprends un peu. » Après leur départ, je restai assis, fixant ma tasse vide. Roxane allait être furieuse que sa manipulation ait échoué. Tant mieux. Pendant ce temps, à quelques rues de là, dans le bureau de Raphaël Fontaine au cabinet, Olivier recevait une convocation qui allait changer sa journée. Il me le raconterait plus tard, bien plus tard, quand les choses se seraient calmées. « Olivier, entre !» Raphaël ne souriait pas. Mauvais signe. Mon fils s'assit face au bureau massif en acajou. Le même bureau devant lequel j'avais négocié tant de contrats au fil des années. « J'ai réfléchi à notre conversation de la semaine dernière, » commença Raphaël, « concernant ta situation familiale. Raphaël, je t'assure que ça n'affecte pas mon travail. Laisse-moi finir. » Le ton était glacial. 3 clients nous ont contactés cette semaine. 3. Tous pour demander qu'un autre avocat traite leur dossier. Pas toi. Olivier pâlit. Qui? Madame Lefebvre, Monsieur Giraud et les établissements Mercier. Des clients importants, des gros contrats. Mais pourquoi? Raphaël soupira. Olivier, ton père est une légende dans le milieu juridique lyonnais, Pierre Morel. Tout le monde le respecte, tout le monde. Et maintenant, le bruit court qu'il y a eu un conflit familial, que son propre fils l'a... Il chercha ses mots. Maltraité, les détails sont flous, mais la rumeur suffit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Peu importe ce qui s'est vraiment passé. Ce qui compte, c'est la perception. Et la perception, en ce moment, c'est qu'Olivier Morel n'a pas su respecter son propre père, un père respecté par tout Lyon. Le silence tomba comme une chape de plomb. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Raphaël? Que ta situation ici devient compliquée. Le cabinet ne peut pas se permettre de perdre des clients à cause de scandales familiaux. Olivier se leva brusquement. Je vais arranger ça. Je vais parler à mon père, clarifier les choses. Tu ferais mieux, Raphaël se leva aussi. Parce que si cette situation continue, je vais devoir prendre des décisions difficiles. Tu comprends? Olivier comprit parfaitement. Quand il sortit du bureau, ses mains tremblaient. 2 jours plus tard, Roxane reçut un visiteur inattendu à l'Étoile lyonnaise. Juliette Laurent entra dans le restaurant à 15 heures, pendant l'accalmie entre le déjeuner et le dîner. Grande, élégante, les cheveux gris coupés au carré, elle incarnait l'autorité tranquille des femmes d'affaires qui ont tout vu. Je l'avais rencontrée 3 fois lors de soirées professionnelles.
une femme d'une intelligence redoutable, avec un sens aigu de la justice. Exactement le genre de personne qu'il fallait pour cette phase de mon plan. Notre conversation téléphonique, quelques jours plus tôt, avait été productive. « Roxane » appela Juliette de sa voix claire. « Un moment, s'il vous plaît. » Roxane émergea de la cuisine, son sourire professionnel plaqué sur le visage. Un sourire qui s'évanouit dès qu'elle vit qu'il attendait. « Madame Laurent, je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de venir. » Juliette posa une chemise sur le comptoir. « Mais j'ai reçu des informations qui nécessitent une discussion immédiate. Mon bureau, maintenant. » Le teint de Roxane passa du rose au blanc crayeux en l'espace d'une seconde. Fascinant, cette palette d'émotions. Dans le petit bureau derrière la cuisine, Juliette ouvrit la chemise, en sortit des documents, des relevés, des reçus. « Pouvez-vous m'expliquer ceci ?» Sa voix était calme mais glaciale. « Ces factures, pour la table 12, le 15 du mois dernier. Montant encaissé, 180 €. Montant enregistré en caisse, 120 €. Différence, 60 €. Roxane ouvrit la bouche, la referma. L'ouvrit à nouveau, on aurait dit un poisson rouge confronté au mystère de l'univers. Délicieux. Il doit y avoir une erreur. Et ceci, Juliette continua implacable. Table 8, le 22, encaissé, 250 €, enregistré, 190, et ainsi de suite. Sur 3 mois, Roxane. 3 mois de petites erreurs qui totalisent 4 200 €. Je ne comprends pas comment, et ce n'est même pas le pire. Juliette sortit un autre document. Vos amis, ceux qui viennent dîner et bénéficient de réductions spéciales. Sauf que ces réductions ne sont nulle part dans nos politiques commerciales. Vous les offrez. Sur ma note de frais. Le visage de Roxane était maintenant d'une blancheur spectrale. Ses mains, posées sur ses genoux, tremblaient légèrement, imperceptiblement d'abord, puis de manière franchement visible. « Madame Laurent, je vous jure que je peux tout expliquer. Vous pouvez expliquer un détournement de fonds, je suis tout oui. Ce ne sont que des petites sommes, des arrondis, tout le monde fait ça dans la restauration. Non ?» La voix de Juliette claqua comme un fouet. « Tout le monde ne fait pas ça, et certainement pas dans mon établissement. » Roxane se figea, totalement, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Seuls ses yeux bougeaient encore, papillonnant frénétiquement entre Juliette et les documents. « Qui vous a donné ces informations ?» Cela n'a aucune importance. Mais Roxane n'était pas stupide, je la vis comprendre. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa voix, quand elle reprit la parole, était à peine plus qu'un murmure étranglé. « Pierre. C'est Pierre, n'est-ce pas ?» Juliette ne confirma ni n'infirma. Elle n'en avait pas besoin. « Vous avez 1 semaine pour trouver un autre emploi, » dit-elle simplement. « Je ne porterai pas plainte, par respect pour la réputation de mon établissement. Mais vous êtes terminé ici. Lettre de démission sur mon bureau d'ici vendredi. » 1 semaine? Mais comment voulez-vous que je... J'ai dit 1 semaine. Au revoir, Roxane. 30 minutes plus tard, Roxane déboula dans mon appartement. Elle avait encore la clé, je ne l'avais pas changée, jugeant plus satisfaisant de la laisser se débattre avec son impuissance. Je l'entendis entrer en trombe, claquer la porte. J'étais dans ma bibliothèque, un exemplaire de 1850 d'Eugénie Grandet entre les mains. Balzac, toujours pertinent. « Pierre !» Je ne levai pas les yeux de ma page. Elle fit irruption dans la pièce, tremblante de rage. Son maquillage avait coulé, elle avait pleuré en venant. Excellent. « Tu es content de toi ?» Sa voix était devenue stridente. « Tu as détruit ma carrière, tu m'as fait virer. » Je tournai calmement une page. « Je n'ai rien détruit du tout, Roxane. J'ai simplement partagé des informations factuelles avec la propriétaire d'un établissement. Ce qu'elle en fait, c'est son choix. Des informations, des mensonges, tu veux dire. Vraiment ? Je levai enfin les yeux. Donc tu n'as jamais prélevé d'argent de la caisse ? Jamais offert de réduction non autorisée à tes amis ? Son silence était éloquent. C'est ce que je pensais. Je refermai mon livre. Tu m'as demandé, il y a quelques jours, comment c'était d'être quelqu'un que tout le monde déteste. Je suppose que maintenant, tu commences à avoir ta réponse. Elle s'avança vers moi, les poings serrés. « Tu vas le payer. Je vais tout raconter aux garçons. Ils vont te haïr.
Ils ne voudront plus jamais te voir. Les garçons? Je souris. Ah oui, parlons-en. Nous avons pris un chocolat chaud ensemble avant-hier. Charmante conversation. Ils commencent à comprendre certaines choses, je crois. Son visage se décomposa. Tu les as vus? À ma demande, non, à la tienne, apparemment. Tu les as envoyés me manipuler émotionnellement. Sauf que Timothée est plus intelligent que tu ne le penses. Il a tout compris. Tu mens? Demande-lui. Je me levai, la dominant de ma hauteur. Et pendant que tu y es, demande à Olivier comment se passe sa semaine au cabinet. J'ai entendu dire que Raphaël n'était pas très content. Elle recula d'un pas, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Rien du tout. J'ai juste eu quelques conversations avec de vieilles connaissances. Le milieu juridique lyonnais est petit, tu sais, tout se sait, surtout quand un fils manque de respect à un père aussi respecté que moi. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois. Aucun son n'en sortit. J'aurais presque pu ressentir de la pitié. Presque. Mais c'est de l'acharnement, c'est de la justice, la coupai-je froidement. 8 ans, Roxane. 8 ans pendant lesquels tu m'as traité comme un déchet dans ma propre maison. 8 ans d'insultes, d'humiliations, de mépris. Tu pensais vraiment que ça resterait sans conséquence? Elle s'effondra dans le fauteuil le plus proche, les mains sur le visage. Ses épaules tremblaient. Les garçons ne te pardonneront jamais, murmura-t-elle entre deux sanglots. Au contraire. Je retournai à mon fauteuil, rouvris mon livre. Ils sont en train d'apprendre une leçon vitale sur le respect et les conséquences. Une leçon que tu aurais dû leur enseigner, mais que tu as été trop occupé à leur apprendre le contraire. Je la regardai par-dessus mes lunettes de lecture. Maintenant, si tu veux bien me laisser. J'ai une édition rare à terminer et ta présence me déconcentre. Elle se leva, chancelante, se dirigea vers la porte, s'arrêta sur le seuil. Ce n'est pas fini. Non, acquiesçai-je. Ce n'est pas fini. Mais Roxane, tu ne gagneras pas. Tu ne peux pas gagner. Parce que, contrairement à toi, j'ai la loi, la morale et toute une carrière de contact professionnel de mon côté. Tu n'as que ta rage, et ça ne suffira pas. Elle sortit en claquant la porte. Je souris, retournai à Balzac. La vengeance, découvrai-je, se savourait mieux avec un bon livre et un silence bien mérité. Une semaine s'écoula. Une semaine durant laquelle je savourais chaque instant de ma tranquillité retrouvée. Le matin, je prenais mon café en lisant Le Figaro sans personne pour commenter mes habitudes. Le soir, je dégustais un verre de Bordeaux en écoutant du Debussy. Ma bibliothèque était redevenue mon sanctuaire. Puis, un jeudi matin, mon téléphone sonna. Numéro masqué. Monsieur Morel? Une voix que je ne connaissais pas. Maître Rousseau, avocat. Je représente votre fils Olivier et sa femme Roxane dans une affaire vous concernant. Ah, il passait donc à l'attaque. J'avais attendu ce moment. Je vous écoute, maître. Mes clients contestent la vente de l'appartement de la place Bellecour. Nous estimons qu'il y a eu vice du consentement, captation d'héritage et potentiellement abus de faiblesse. Nous lançons une procédure pour faire annuler l'acte notarié. Je souris. Je vois, maître Rousseau, puis-je vous suggérer de consulter le dossier complet avant de vous lancer dans cette procédure? Mon notaire, maître Bernard Duval, sera ravi de vous fournir tous les éléments. Nous avons déjà consulté le dossier, nos arguments sont solides. Vraiment? Je me calai dans mon fauteuil. Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance, vous en aurez besoin. Quelques heures plus tard, j'étais dans le bureau de Bernard. Ils attaquent, lui dis-je simplement. Je sais. Maître Rousseau m'a contacté ce matin. Bernard sourit, un sourire rare chez lui. Pierre, ton dossier est tellement bétonné que même le meilleur avocat de France ne pourrait rien y faire. Et Rousseau est loin d'être le meilleur. Qu'est-ce qu'ils invoquent exactement? Vice du consentement, abus de faiblesse. Les classiques quand on n'a rien de concret. Il sortit un document. Sauf qu'on a ça. Je lus. Certificat médical établi par le docteur Martin Lefebvre, daté de quelques jours avant la signature de l'acte. Examen psychiatrique complet. Monsieur Pierre Morel, 64 ans, présente toutes ses facultés mentales. Aucun signe de démence, confusion ou altération du jugement. Capacité de discernement totale. Tu avais anticipé, murmurai-je.
J'ai 42 ans d'expérience, Pierre. J'anticipe toujours. Le soir même, Olivier m'appela. Sa voix tremblait. « Papa, il faut qu'on parle. S'il te plaît. » Je t'écoute. Raphaël m'a convoqué aujourd'hui. Un silence. Il me demande de partir. Officiellement, c'est une rupture conventionnelle. Officieusement, c'est un licenciement déguisé. Je ne dis rien. Laissez le silence s'installer. C'est toi, n'est-ce pas? Tu as parlé à Raphaël. Tu as détruit ma carrière. Je n'ai rien détruit, Olivier. J'ai simplement partagé des faits. Le scandale familial, les problèmes de réputation. Raphaël a pris ses propres décisions. Des décisions que tu as influencées? Peut-être. Je marquais une pause. Dis-moi, pendant 8 ans, quand Roxane m'insultait, quand elle m'humiliait, quand elle t'apprenait à tes fils à me mépriser, est-ce que tu t'es demandé si ça aurait des conséquences? Silence à l'autre bout du fil. Tout acte a des conséquences, mon fils. Tu découvres juste lesquelles. Il raccrocha. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra. Message de Bernard. Audience fixée dans 15 jours. Tribunal de grande instance de Lyon. Sois prêt. J'étais prêt depuis des mois. Cette nuit-là, dans leur petit appartement de Vénissieux, Olivier et Roxane se disputèrent. Je ne l'ai su que plus tard, par Timothée qui m'en parla des semaines après. Mais je peux imaginer la scène. « C'est de ta faute ?» La voix de Roxane montait dans les aigus. « Ton père nous détruit et tu ne fais rien. »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi qui l'as provoqué, toi qui l'as humilié pendant des années. Et toi, tu l'as laissé faire. Tu es aussi responsable. Ah, maintenant c'est ma faute? Pendant 8 ans, tu m'as répété que c'était juste un vieux con qui méritait pas de respect, et maintenant c'est ma faute? » Les voix montaient. Dans la chambre voisine, Timothée et Romane se bouchèrent les oreilles. « Tu aurais dû le défendre, c'est ton père. »« Tu m'as jamais laissé le défendre. À chaque fois que j'essayais, tu me faisais une scène. »« Parce que tu es faible, tu as toujours été faible. » Un bruit sourd. Un poing sur la table peut-être. « Faible, c'est toi qui nous as mis dans cette situation avec ta grande gueule. C'est toi qui as volé ton employeur. C'est toi qui... La ferme! Ferme-la !» Silence, puis des sanglots. Les enfants entendaient leur famille exploser en direct. Le lendemain matin, je reçus un message de Maître Rousseau. « Monsieur Morel, mes clients souhaitent vous rencontrer pour discuter d'un arrangement à l'amiable. » Je souris. Il craquait déjà. Je répondis « Rendez-vous dans mon appartement, demain 15 heures, avec votre avocat. » Le jour dit, ils arrivèrent tous les trois. Roxane avait les yeux rouges. Olivier semblait avoir vieilli de 10 ans. Maître Rousseau, la trentaine, costume, Hugo Boss, attaché case en cuir, affichait une assurance professionnelle qui ne trompait personne. Je les installai dans le salon. Mon salon, pas le leur. Plus jamais le leur. « Merci de nous recevoir, monsieur Morel, » commença Rousseau. « Mes clients sont prêts à retirer leur plainte en échange de certaines concessions de votre part. » « Quelles concessions ?» Roxane prit la parole, sa voix chargée d'une colère mal contenue. « On veut qu'Olivier retrouve son poste au cabinet. Tu appelles Raphaël, tu lui dis que c'était un malentendu, et je veux des excuses publiques pour m'avoir fait virer. » Je la regardai, puis je me mis à rire. Un rire franc, sincère, qui résonna dans l'appartement. « Vous voulez des excuses? Vous? On est ta famille, » éclata Olivier. « On a le droit? Vous n'avez aucun droit. » Ma voix claqua comme un fouet. « Aucun. Vous vivez de ma générosité depuis 8 ans, et tout ce temps, vous m'avez traité comme un déchet. » Papa. Maître Rousseau, je me tournai vers l'avocat. « Vous avez lu le dossier? » « Oui, mais alors vous savez que votre procédure n'a aucune chance. Vice du consentement. J'ai un certificat médical. Abus de faiblesse? J'ai 64 ans, je suis en pleine forme, et j'ai mené cette opération avec une lucidité parfaite. Captation d'héritage? La réserve héréditaire d'Olivier est intacte. Il héritera de sa part légale. Pas un euro de plus, certes, mais la loi est respectée. » Le silence tomba. Rousseau baissa les yeux. Il savait que j'avais raison. « Voici ce qui va se passer, » continuai-je calmement. « Vous allez retirer votre plainte, parce qu'au tribunal, vous allez perdre. Et perdre publiquement va encore plus détruire la réputation d'Olivier dans le milieu juridique lyonnais. Vous allez accepter la situation telle qu'elle est
Et peut-être dans quelques mois, nous pourrons discuter d'un avenir différent. Mais pas maintenant, pas tant que vous n'aurez pas compris la gravité de vos actes. » Roxane se leva tremblante de rage. « Tu es un vieux monstre sadique, qui, madame, » Maître Rousseau la coupa d'une voix ferme. « Je vous conseille vivement de vous taire. » Elle le foudroya du regard mais se rassit. « Olivier, » je regardai mon fils, « tu as 1 semaine pour réfléchir. Soit tu continues cette bataille perdue d'avance, soit tu acceptes les conséquences de tes choix et on voit comment reconstruire. Mais sache une chose, je ne céderai pas. Jamais. » Ils partirent sans un mot de plus. Ce soir-là, dans ma bibliothèque, je reçus un message de Bernard. « Tout se passe comme prévu. Bien joué. » Je servis un verre de Château Margaux, 1990, ouvris une édition originale du Père Goriot de 1835 et souris. La vengeance avait effectivement un goût exquis. 2 semaines passèrent, 2 semaines durant lesquelles j'attendais leur prochain mouvement. Je connaissais Roxane. Elle n'abandonnerait pas si facilement. J'avais raison. Un mardi matin, je reçus une lettre recommandée. Assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon. Ils maintenaient leur action en justice malgré tout. « Idiot », murmurai-je en relisant le document. Ils n'ont vraiment rien compris. Bernard m'appela dans l'après-midi. « Tu as vu ? Il persiste. »« Oui, que dit notre dossier ?»« Bétonné, comme je te l'ai dit. Mais Pierre... » Il hésita. « Ils ont ajouté quelque chose de nouveau. Ils demandent une expertise psychiatrique pour prouver que tu n'étais pas en pleine possession de tes moyens lors de la signature. » Je sentis un frisson glacé me parcourir. « Ils peuvent faire ça ? Ils peuvent demander. Le juge peut accepter ou refuser. Avec notre certificat médical, il refusera probablement. Mais il y a toujours un risque. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, je dormis mal. L'idée qu'un expert psychiatrique puisse remettre en question ma santé mentale, ma lucidité, c'était insupportable. Le lendemain, je décidai d'agir. Je contactai Dr Martin Lefebvre, mon médecin depuis 15 ans. Un homme rigoureux, ancien chef de service en psychiatrie à l'hôpital Édouard Herriot. « Martin, j'aurais besoin d'un service. »« Je t'écoute, Pierre. » Je lui expliquai la situation. Il écouta attentivement. « Une expertise, ils perdent leur temps. Ton dossier médical est impeccable, mais si tu veux, je peux établir un rapport complémentaire. Test cognitif, évaluation psychologique complète, ça clouera le bec à n'importe quel expert. Fais-le, s'il te plaît. » Quelques jours plus tard, j'avais un rapport de 12 pages démontrant ma parfaite santé mentale. Test de mémoire, logique, jugement, tous parfaitement réussis. Bernard le versa au dossier. Pendant ce temps, la situation d'Olivier empirait. Il trouva finalement un poste dans un petit cabinet à Villefranche-sur-Saône, cabinet Mercier et Fils. 3 avocats, quelques clients locaux, rien à voir avec le prestige de Fontaine et Associés. Salaire, 2 800 € net par mois, contre 5 200 auparavant. Roxane, de son côté, enchaînait les entretiens d'embauche. Mais dans la restauration lyonnaise, le milieu était petit. Juliette Laurent avait des amis partout. Le mot circulait, Roxane Morel avait des problèmes de gestion. Les portes se fermaient une à une. Leur situation financière devenait critique. Le loyer de leur appartement à Vénissieux, 1 200 €, les charges, l'électricité, la nourriture pour 4 personnes, les vêtements, les transports. Avec le nouveau salaire d'Olivier et aucun revenu pour Roxane, ils étaient à découvert à la fin de chaque mois. Puis vint le coup de grâce. Timothée et Romane étaient inscrits à l'Institution des Chartreux, école privée prestigieuse au cœur de Lyon. Frais de scolarité, 7 000 € par an et par enfant. 14 000 € qu'ils ne pouvaient plus payer. Un samedi après-midi, mon téléphone sonna. Roxane. Elle n'avait pas appelé depuis leur départ. « Quoi ?» dis-je sèchement. « On doit retirer les enfants des Chartreux. » Sa voix était morte, sans émotion. « Ils vont aller dans le public, à Vénissieux. » Je vois. « Tu es content, tu as détruit nos vies, maintenant tu détruis l'avenir de tes petits-fils ?» Je n'ai rien détruit. Vous avez fait vos choix. Vous en assumez les conséquences. Ils me demandent ça pourquoi on n'a plus d'argent. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? La vérité, que leur mère a volé son employeur, que leurs parents m'ont manqué de respect pendant 8 ans, que les actions
ont des conséquences. Elle raccrocha. Mais quelque chose me gênait. Les enfants. Ils n'avaient rien demandé, changer d'école en milieu d'année, quitter leurs amis. Je restai assis dans ma bibliothèque fixant le téléphone. Puis, je pris une décision. J'écrivis un message à Roxane. J'ai une proposition concernant les garçons, pas toi, pas Olivier, les garçons. La réponse arriva 10 minutes plus tard. Quelle proposition? Je paie leurs frais de scolarité au Chartreux jusqu'à la fin de l'année. Directement à l'école, pas un euro ne passe par vos mains. Silence radio pendant 1 heure, puis, en échange de quoi? De rien. Ce n'est pas pour vous, c'est pour eux. Nouveau silence, puis, d'accord. Quelques jours plus tard, je reçus une lettre, manuscrite, l'écriture de Roxane, cette fois appliquée, soignée. Pierre, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne te demande pas de le faire. Mais je voulais que tu saches que je regrette. Pas parce que j'ai perdu mon travail ou mon logement, mais parce que j'ai blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Pendant 8 ans, je t'ai traité comme un obstacle. Comme quelque chose à endurer en attendant l'héritage. Je me suis comporté de manière ignoble, et Olivier m'a laissé faire. Je ne te demande pas de nous reprendre, je ne te demande pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Trop tard, je sais, mais je comprends. Merci pour les garçons, Roxane. Je relus la lettre 3 fois, cherchant la manipulation, le calcul, l'angle d'attaque. Je ne trouvais rien. Soit elle était devenue une meilleure manipulatrice, soit c'était sincère. Je pliai la lettre, la rangeai dans un tiroir, ne répondis pas. Pas encore. L'audience au tribunal approchait. Bernard me préparait. Ils vont argumenter l'abus de droit. Dire que tu as agi par vengeance, que c'était disproportionné, que la vente visait uniquement à les priver de leur logement. Et notre défense? Que tu as le droit absolu de disposer de tes biens comme tu l'entends, que la réserve héréditaire d'Olivier est respectée, que l'acte est légal sous tous ses aspects, et surtout que leur comportement pendant 8 ans justifiait pleinement ta décision. Nous allons parler de leur comportement au tribunal? Si nécessaire, oui, j'ai des témoignages. Marc, ton serveur au café de la place. Madame Bertrand, qui a entendu Roxane t'insulter plusieurs fois dans l'escalier. Ton médecin, qui peut attester du stress que tu subissais. Je hochai la tête. Faisons-le. Le jour de l'audience arriva. Salle d'audience numéro 3, palais de justice de Lyon. L'odeur d'encaustique et de vieux papiers. Les bancs de bois inconfortables. Le juge, Madame Claire Dubois, la cinquantaine, regard acéré derrière ses lunettes. Olivier et Roxane étaient assis avec maître Rousseau. Ils évitèrent mon regard. L'audience dura 3 heures. 3 heures de plaidoirie, de contre-arguments, de présentation de preuves. Maître Rousseau était bon, je devais le reconnaître. Il présenta leur cas avec passion, évoquant la cruauté de mon acte, le traumatisme des enfants, la disproportion de ma réaction. Puis Bernard prit la parole. Calme, méthodique, implacable. Il présenta chaque document, chaque certificat, chaque témoignage. Il démontra, point par point, la légalité absolue de mes actions. Puis, il joua sa carte maîtresse. Il appela Marc, mon serveur, à la barre. « Monsieur, vous avez été témoin des interactions entre Monsieur Morel et sa belle-fille ?»« Oui, maître, pendant des années. Elle le traitait, pardonnez-moi, mais elle le traitait comme de la crotte, devant tout le monde. » La juge prit des notes. À la fin, Madame Dubois retira ses lunettes. Délibéré dans 15 jours, l'audience est levée. Je sortis du tribunal, épuisé mais confiant. Bernard me serra l'épaule. On a gagné, je le sens. Ce soir-là, dans ma bibliothèque, je ne pus m'empêcher de repenser à la lettre de Roxane. Je comprends maintenant. Était-ce possible? Ou n'était-ce qu'une dernière manipulation? Je bus mon vin lentement, fixant les reliures anciennes de mes livres. 15 jours. Dans 15 jours, je saurai. Le jugement tomba un jeudi matin. 15 jours exactement après l'audience. Bernard m'appela à 8 heures. « Pierre, tu as gagné, sur toute la ligne. » Je m'assis lentement dans mon fauteuil de bibliothèque. Raconte-moi. Débouté de toutes leurs demandes, le tribunal a jugé que l'acte de vente était parfaitement légal, que tu étais en pleine possession de tes moyens et que la réserve héréditaire d'Olivier
et respectés. Plus encore, ils sont condamnés aux dépens. Ils vont devoir payer les frais de justice, les nôtres et les leurs. Un sourire naquit sur mes lèvres, lentement, pleinement. Combien? Environ 8 000 €. 8 000 € qu'ils n'avaient pas, la cerise sur le gâteau. Merci Bernard, pour tout. C'était un plaisir, vraiment. Il marqua une pause. Le jugement mentionne quelque chose d'intéressant. Le juge a écrit que les requérants ont manqué de discernement en traitant avec légèreté les sentiments de M. Morel père pendant des années, et ne peuvent maintenant invoquer la surprise face aux conséquences de leurs actes. C'est presque poétique. Après avoir raccroché, je restais assis un long moment fixant mes livres. C'était terminé, vraiment terminé. Mon téléphone sonna à nouveau, numéro inconnu. J'hésitai, puis répondis. « Grand-père ?» La voix de Timothée. « C'est... Je peux venir te voir, avec Romane ?» Quelque chose dans son ton m'alerta. « Bien sûr, quand ? Maintenant, maman et papa se disputent encore. C'est très fort cette fois. » Je regardai l'horloge, 9 heures du matin. « Vous êtes où ? » ? À la maison, à Vénissieux. « Prenez le tramway, je vous attends. » Ils arrivèrent 1 heure plus tard. Timothée avait les yeux rouges. Romane serrait son sac à dos contre lui comme un bouclier. Je leur préparai un chocolat chaud. Nous nous installâmes dans le salon, celui qu'ils avaient connu toute leur enfance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Timothée prit une grande inspiration. Papa a reçu une lettre ce matin. Du tribunal, je crois. Maman a explosé. Elle criait que tout était fini, que tu avais gagné, que papa était un lâche. Et ton père ? Il pleurait. Romane parla pour la première fois, sa voix petite. Je ne l'ai jamais vu pleurer avant. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais je ne cédai pas. Les garçons, je vais être honnête avec vous. Oui, j'ai gagné au tribunal. Oui, vos parents doivent me payer de l'argent. Oui, ils ne récupéreront jamais l'appartement. Timothée me regarda droit dans les yeux. Pourquoi tu as fait tout ça, grand-père ? Vraiment ? Je réfléchis longuement avant de répondre. Ces enfants méritaient la vérité. Pendant 8 ans, votre mère m'a traité comme quelque chose de négligeable, comme un obstacle, et votre père l'a laissé faire. Vous savez comment vous m'appeliez ? Le vieux, murmura Romane. Exactement, pas grand-père, pas papy, le vieux. Comme si je n'étais pas une personne, comme si je n'avais pas de sentiments. Je marquai une pause. Quand on manque de respect aux gens pendant des années, il y a des conséquences. J'ai juste montré lesquelles. Mais on va perdre notre maison, dit Timothée. Enfin, l'appartement où on vivait, et papa n'a plus son bon travail. Et maman ? Votre mère a volé son employeur, votre père m'a manqué de respect. Ce ne sont pas des petites erreurs, ce sont des choix graves. Timothée hocha lentement la tête. Je crois que je comprends. Je suis pas content, mais je comprends. Nous passâmes l'après-midi ensemble. Je leur montrai ma bibliothèque, leur racontai l'histoire de mes livres rares, comment j'avais collecté cette édition de Balzac pendant 30 ans, comment chaque volume avait une histoire. Pour la première fois depuis leur petite enfance, ils me regardèrent vraiment, pas comme le vieux, comme leur grand-père. Quand ils repartirent en fin d'après-midi, Timothée se retourna sur le pas de la porte. « Grand-père, on peut revenir te voir, sans papa et maman ? Quand vous voulez, le soir même, mon téléphone sonna. Olivier. Papa, sa voix était brisée. Les garçons sont venus te voir aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu leur as dit ? La vérité. Un long silence. J'ai lu le jugement. Tu as gagné. Complètement. Oui. On doit te payer 8 000 €. On ne les a pas. Je sais. Nouveau silence. Puis teint d'une voix à peine audible. Je suis désolé, papa, pour tout. Pour ces 8 années. Pour avoir laissé Roxane. Pour ne pas avoir pris ta défense. Pour tout. C'était la première fois qu'il s'excusait vraiment, sans excuse, sans justification, juste désolé. Olivier, je veux te voir. Sans Roxane, juste toi et moi. On doit parler. Quand ? Demain 15 heures, au café de la place. Possa. Celui où on allait quand tu étais adolescent. J'y serai. Cette nuit-là, je dormis mieux que je n'avais dormi depuis des années. Le lendemain, je m'installai à ma table habituelle au café de la place. Janvier 2026 était froid mais lumineux. Le soleil d'hiver se reflétait sur les façades de la place Bellecour.
Olivier arriva à l'heure exacte. Il avait maigri. Des cernes profonds soulignaient ses yeux. Il s'assit face à moi, les mains tremblantes. Marc, le serveur, prit nos commandes sans un mot. 2 cafés, comme avant. Papa, Olivier s'interrompit, recommença. Je ne sais même pas par où commencer. Par le commencement, il y a 8 ans, il hocha la tête. Quand Roxane et moi avons emménagé chez toi, je pensais vraiment que c'était temporaire. Juste quelques mois. Mais elle était enceinte de Timothée, on manquait d'argent, et ton appartement était si grand. Continue. Au début, elle était polie avec toi, mais progressivement, elle a commencé à te critiquer. Tes habitudes, ta façon de vivre, ton âge, et moi. Sa voix se brisa. Moi, je n'ai rien dit, parce que c'était plus facile, parce que je ne voulais pas de conflit, parce que j'étais lâche. Je bus une gorgée de café. Attendis. J'ai vu comment elle te traitait, comment elle t'ignorait, comment elle parlait de toi devant les enfants, et je n'ai jamais pris ta défense. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Je suis ton fils. J'aurais dû te protéger. Au lieu de ça, je t'ai trahi. Pourquoi ? Parce que j'avais peur, peur qu'elle me quitte, peur de me retrouver seul, peur d'assumer mes responsabilités. Il essuya ses yeux. Et maintenant j'ai tout perdu quand même, mon travail, mon appartement, ma dignité. Et surtout, j'ai perdu ton respect. Je le regardais longuement. Cet homme brisé devant moi était mon fils, mon seul enfant, l'homme que j'avais élevé, seul après la mort de sa mère, l'homme que j'aimais toujours, malgré tout. Olivier, je ne t'ai pas puni. Je t'ai montré les conséquences de tes choix. Pendant 8 ans, tu as laissé ta femme me détruire à petit feu. Tu as choisi le silence. Maintenant, tu dois choisir à nouveau. Que veux-tu dire ? Roxane ne changera jamais. Tu le sais. Moi, je le sais. Elle est ce qu'elle est. Méfiante, manipulatrice, méchante. La question est, qui es-tu, toi ? Il me regarda, les yeux écarquillés. Tu peux rester avec elle. Continuer cette vie. Ou tu peux prendre une décision difficile, reconstruire, devenir l'homme que tu aurais dû être. Je marquai une pause. Si tu choisis de reconstruire, je t'aiderai. Je parlerai à mes contacts. Je te trouverai un meilleur poste. Mais à une condition absolue, Roxane doit sortir de ta vie. Et tu dois me promettre de ne plus jamais laisser quelqu'un me manquer de respect. Et les enfants ? Les enfants resteront tes enfants. Tu auras la garde partagée. Ils viendront me voir le week-end. Je paierai leur scolarité jusqu'à leurs études supérieures. Mais Roxane, elle suit son propre chemin. Loin de nous. Olivier resta silencieux un long moment. Je voyais les rouages tourner dans sa tête, le conflit entre la peur et le courage. Je peux réfléchir ? Tu as 1 semaine. 6 jours plus tard, Olivier revint, seul. Il tenait une enveloppe. J'ai signé les papiers de séparation hier. Roxane et moi, c'est fini. Je sentis quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Elle a accepté. Elle n'avait pas vraiment le choix. Je lui laisse l'appartement de Vénissieux jusqu'à la fin du bail. Je paierai la pension alimentaire pour les enfants. Mais c'est tout. Nous sommes terminés. Il me tendit l'enveloppe. C'est une lettre. Pour toi, je voulais mettre par écrit tout ce que je ressens, mes excuses, ma honte, mon engagement à changer. Je pris l'enveloppe, la rangeai dans ma poche sans l'ouvrir. Je la lirai ce soir. Papa, tu peux me pardonner un jour ? Je me levai, m'approchai de lui. Et pour la première fois depuis 8 ans, je serrai mon fils dans mes bras. Tu as fait le bon choix, Olivier. Maintenant, on reconstruit, ensemble. Il s'effondra contre moi, sanglotant comme un enfant. Je le tins fermement, ce fils perdu qui revenait enfin. Quelques semaines passèrent. Janvier cédait la place au premier jour de février, mais notre histoire s'achevait bien en ce mois de janvier 2026. J'appelai Raphaël Fontaine. Une conversation longue, honnête. Olivier a fait des erreurs, mais c'est un bon avocat, et maintenant, il a appris. Raphaël promit de réfléchir. 1 semaine plus tard, Olivier recevait une offre d'un cabinet respectable. Pas Fontaine et Associés, mais un bon cabinet. Salaire décent, respect retrouvé. Les garçons venaient de me voir tous les samedis, on cuisinait ensemble. Je leur montrais mes livres, on parlait, vraiment. Roxane déménagea à Grenoble. Un nouveau départ, disait-elle.
Un restaurant l'avait embauchée comme serveuse. Pas manager, serveuse. Elle avait appris, elle aussi. Un soir, dans ma bibliothèque, je sortis mon journal. Un vieux carnet en cuir que je tenais depuis des années. J'écrivis « Janvier 2026 ». L'affaire est close. Le tribunal m'a donné raison. Mais plus important encore, j'ai récupéré mon fils. Pas comme avant. Mieux qu'avant, plus fort, plus honnête. Les gens me demandent si je regrette. Si je suis allé trop loin. La réponse est non. Pas une seconde. La dignité n'est pas négociable. Le respect n'est pas optionnel. Et les conséquences sont réelles. J'ai utilisé la loi française. Rien d'illégal, rien d'immoral. Juste la justice. Aujourd'hui, assis dans mon appartement, un verre de Bordeaux à la main, mes livres autour de moi, je peux enfin dire « je suis en paix ». La vengeance? Non, la justice. Et la justice, en France, quand elle est bien menée, est une chose magnifique. Pierre Morel, 64 ans, avocat à la retraite, collectionneur de livres, grand-père. Et enfin, de nouveau, respecté. Je refermai le carnet, souris, le téléphone sonna. Timothée. Grand-père, on peut venir samedi. Papa dit qu'il peut venir aussi. Bien sûr, je ferai mon bœuf bourguignon. Génial. Roman dit qu'il t'aime. Dis-lui que je l'aime aussi. Vous deux. Après avoir raccroché, je me servis un autre verre. Regardai par la fenêtre les lumières de Lyon. Quelqu'un a dit un jour « Qui sème le vent récolte la tempête ». Ils ont semé. J'ai été la tempête. Et maintenant, en ce début d'année 2026, c'est le calme. Un calme mérité, gagné, définitif. Je levai mon verre vers la nuit lyonnaise, à la justice, à la dignité, à la famille, la vraie, celle qui se construit sur le respect. Et à moi, Pierre Morel, qui ai appris qu'on n'est jamais trop vieux pour se battre. Santé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.